Bonjour, merci. Merci déjà à vous tous d'avoir accepté cette invitation pour cette table ronde. Sur la carte digitale, sur le Digital First et les néobanques. Je propose de commencer par un petit tour de table rapide. Guillaume. Bonjour à tous, donc moi je suis Guillaume Ribaren, je travaille dans le cabinet Galit qui fait partie du groupe Soprasteria et je suis practice director, j'encadre une équipe d'une vingtaine de consultants qui sont experts dans les paiements et on couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, côté émission, acquisition, processing, toutes les problématiques d'acceptation industrielle, etc., stratégiques et opérationnelles. Jean-Louis. Jean-Louis Meyer, donc de Entrust. Entrust, c'est la sécurisation des identités, sécurisation des données et sécurisation des paiements. Et donc j'interviens aujourd'hui en tant que responsable des solutions de paiement. Alors Entrust, le nom vous est peut-être pas familier, mais c'était antécédemment DataCard. Voilà, DataCard avait fait l'acquisition d'Entrust pour s'appeler Entrust DataCard et on s'est livré à un exercice de rebranding pour finaliser et raccourcir les adresses email. Bonjour à tous, Fabien Guilbert, donc de Sodexo, donc l'émetteur de titres. Donc je suis en charge en fait de ce qu'on appelle les payment assets chez Sodexo et donc on design, développe et déploie dans nos 30 pays en fait des différents assets de paiement, notamment liés au digital payment. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Robert Régnier, je suis chez Mastercard et chez Mastercard je m'occupe dans l'entité FinTech et Enabler d'un programme qu'on appelle Mastercard Engage qui consiste à gérer tous les partenaires technologiques qui permettent de développer des solutions digitales notamment, Antelope étant un de ces partenaires notamment de notre programme, pour le compte de nos clients, donc acquéreurs et émetteurs dans le monde entier. Merci. Et donc pour terminer par moi, Nicolas Brûlé, ex-CEO d'Antelope, puisque depuis une semaine je ne suis plus CEO d'Antelope, je suis responsable du paiement digital chez Entrust, puisque Entrust a acquis la société Antelope, l'annonce a été faite la semaine dernière. Donc pour commencer le sujet qui nous concerne, avant de rentrer dans le produit, dans tout ce qui se fait autour de cette carte digitale, peut-être qu'on peut commencer par le plus important en premier, c'est-à-dire l'attente des consommateurs. Parce qu'effectivement, on a tous ici beaucoup d'idées autour de la carte digitale, de ce qu'on peut faire avec ça, du mobile, du web, d'un peu tout ça. Mais je vais peut-être commencer avec toi, Jean-Robert, qui a bien cette vision au travers de Mastercard de ce que peuvent attendre les clients. D'après toi, quelles sont les attentes des consommateurs ? Alors, il n'y a pas une seule réponse à cette question, elle est très vague, elle est très très large, mais il y a plusieurs segments de consommateurs. Effectivement, on voit que il y a des consommateurs qui ont une appétence très très rapide à adopter de nouveaux usages. On a bien vu pendant la crise, en relevant le seuil contactless des cartes en Europe, les volumes ont explosé. Donc à partir du moment où on met à disposition des consommateurs de nouvelles options, il y a des segments de consommateurs qui se saisissent de ces options et qui en font des usages. Il y a des usages qui percent énormément dans différents pays, différentes régions, ça dépend aussi des cultures. Donc on a les super apps en Asie, on a d'autres types d'usages en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Et donc effectivement, la carte digitale, est-ce que c'est aujourd'hui une demande des consommateurs ? Je ne pense pas forcément. On est sur un marché où effectivement il faut fournir toutes les options aux consommateurs. Et aujourd'hui, le consommateur va prendre ce qui est pratique pour lui, ce qui est sécurisé pour lui, le moyen de paiement dans lequel il va avoir confiance. Et donc effectivement, si le consommateur trouve tous ces éléments-là, il va l'utiliser et ça va pousser les usages un maximum. D'accord, donc pour toi c'est une innovation qui est quand même pas mal poussée par les fournisseurs de solutions, par les réseaux, peut-être plus que demandée directement par les consommateurs. Oui, effectivement. Aujourd'hui, les consommateurs demandent de la sécurité Ouais. et ils demandent de la confiance. Voilà. Et on voit que sur les canaux digitaux, typiquement, le card not present, c'est là où il y a le plus de fraude. D'accord ? C'est un chiffre qu'a communiqué la Banque Centrale Européenne en début d'année. C'est 80% de la fraude avec des cartes, c'est en card not present, donc dans le digital.
Donc le besoin aujourd'hui du consommateur, c'est très clairement d'avoir confiance dans des systèmes sécurisés et pratiques aussi. Il faut que ce soit pratique pour le consommateur à utiliser. Et donc une fois que ces deux éléments-là sont fournis, et s'ils sont fournis avec la carte digitale, forcément il va y avoir de l'adoption au niveau du consommateur. D'accord. Et ça, pardon, techniquement, derrière, ça va être rendu possible par la tokenisation, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Peut-être que Guillaume, au travers de ta vision par le conseil, par Galit, qui est en contact avec à peu près toutes les banques, quelle est toi ta vision là-dessus sur les attentes? Alors peut-être plus de la part des établissements, soit bancaires, soit néobanques. Alors je rejoins Jean-Robert sur évidemment le besoin absolu de sécurité, c'est vraiment le prérequis absolu. Un consommateur utilisera un moyen de paiement dès lors qu'il est convaincu de l'absolue sécurité de cet instrument de paiement. Moi je rajouterais deux axes. On voit aujourd'hui une demande d'instantanéité. Les clients sont de plus en plus impatients. On voit aujourd'hui comme c'est compliqué de faire la queue, d'attendre à une caisse, un guichet. Donc aujourd'hui, on voit des comportements où on exige de l'instantanéité, on exige de la rapidité. On n'arrive plus à comprendre pourquoi il faut attendre. On ne comprend pas non plus par exemple des ruptures de parcours. On démarre sur un canal, on nous demande de passer sur un autre canal. Tout se passait très bien jusqu'au moment où on me demande d'imprimer un PDF et de l'envoyer par la poste, et ça m'est déjà arrivé. Donc on a aujourd'hui une exigence de rapidité, une exigence d'être capable d'avoir un parcours qui puisse être lisible pour le client. Et je rajouterais aussi, maintenant, on voit que les clients s'attendent à ce que leur particularisme soit pris en compte, avec une logique d'ultra-personnalisation, puisque je rejoins Jean-Robert aussi, il y a vraiment des cibles très très différentes qui ont des attentes très différentes, et tout l'enjeu des acteurs financiers, c'est d'être capable de proposer la bonne expérience à la bonne cible de clients, et ça c'est pas facile. Je vous rappelle qu'il y a des clients qui n'ont pas de smartphone, ça existe. Il y a même des clients qui n'ont pas de mobile, ça existe aussi, et ça c'est des cas de figure très compliqués. Quand il faut faire de l'authentification à quelqu'un qui n'a pas de téléphone mobile, il y a des solutions, c'est compliqué, mais voilà. Donc moi je retiendrai une logique, alors c'est pas forcément les mêmes qui ont ces absolues demandes d'instantanéité, mais pour autant, moi je retiens une notion de personnalisation, être capable d'adresser toutes ces cibles-là en ayant l'impression que chaque client se sente reconnu pour ce qu'il est et pour ses attentes, et cette espèce de rythme frénétique où en fait on est vraiment drivé par des attentes de grande rapidité de la part des clients. Merci. Et effectivement, quand on parle de rapidité, c'est vrai qu'on va avoir tendance à penser peut-être à parler du digital en premier, mais peut-être que Jean-Louis, tu as quelque chose à dire sur ce sujet, parce que je crois que Entrust est le leader mondial sur l'instant issuance. Oui, alors, avant de parler de l'instantanéité, j'aurais parlé d'un mot qui a été évoqué tout à l'heure par Jean-Robert, c'est vraiment la confiance. Et je pense que tant que l'utilisateur n'a pas totale confiance dans le moyen qu'il utilise, eh ben, ça ne va pas favoriser son utilisation. Donc, on a vu avec la pandémie récente la croissance des transactions contactless. Et là, c'est vrai qu'on a un vecteur phénoménal pour le paiement contactless mobile. Et alors, on parlait aussi d'instantanéité. De plus en plus, les clients, alors pas tellement, on ne le voit pas tellement encore en Europe, mais beaucoup aux États-Unis, au Moyen-Orient et puis en Asie, demandent à avoir la carte de façon instantanée sur le mobile, donc une carte digitale. Mais nous avons aussi des solutions qui nous permettent de livrer la carte physique en même temps, instantanément, que ce soit en agence bancaire ou en kiosque multiservice, voire en ATM multiservice. Donc voilà, en dehors de la confiance, il y a aussi ces besoins d'instantanéité et bien entendu de sécurité tout autour de la solution proposée. Merci. Donc effectivement, voilà, la carte avec toujours cette instantanéité. Pour autant, c'est vrai qu'on s'oriente quand même vers ce qu'on appelle, ce que Mastercard notamment nomme le digital first, ce qui n'exclut pas la carte, on reviendra dessus, mais effectivement a l'air de mettre met quand même les usages digitaux peut-être en priorité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus, sur le digital first? Alors chez Mastercard, on a un programme qui s'appelle Digital First,
qui est issu des expériences qu'on a développées avec des grands géants de la tech américains qui ont lancé des offres aux États-Unis il y a maintenant 2 ans. Et l'ambition de Mastercard autour du Digital First, c'est de rendre disponibles tous ces usages à l'ensemble des membres de la franchise Mastercard, c'est-à-dire à peu près 23 000 membres, 23 000 banques. Et le programme Engage aujourd'hui a pour vocation d'atteindre un niveau d'industrialisation de ces solutions technologiques pour que ça soit à la portée de chacun des membres de la franchise, d'implémenter ces expériences utilisateurs pour essayer d'aller capturer effectivement des nouveaux usages sur les canaux digitaux, de pouvoir instantanément acquérir des nouveaux clients, puisqu'il y avait une pandémie mondiale qui est toujours en cours d'ailleurs, et c'était une vraie problématique de pouvoir acquérir des clients pour les banques. Et donc se saisir de ces nouvelles options qu'on fournissait aux membres de notre franchise, et notamment du digital, pour que, quand les gens étaient tous enfermés chez eux, pouvaient quand même continuer à changer de banque, quand même continuer à avoir des transactions et avoir une expérience utilisateur qui était complète. C'était important pour Mastercard, à la fois d'un point de vue règles et d'un point de vue technique, en termes d'enablement, excusez-moi mon franglais. Mais c'était important pour nous de pouvoir le permettre pour l'ensemble des membres de la franchise et pas réservé juste à des acteurs américains qui ont des moyens illimités en termes de technologie et d'investissement. Et quand tu dis le permettre à l'ensemble de la communauté, on a discuté tout à l'heure un petit peu de ça, tu me disais que notamment, puisqu'on parle des néobanques aujourd'hui, on a ce focus sur les néobanques, j'ai l'impression que Mastercard travaille de manière très très étroite avec ces néobanques. Oui, les néobanques, les fintechs, c'est un segment stratégique pour Mastercard. Je pense que ça se voit sur le marché, il n'y a pas forcément besoin de le démontrer. C'est aujourd'hui un segment qui a des besoins et des attentes très particulières en termes d'agilité, en termes de souplesse, en termes d'immédiateté également. Donc on a défini tout un tas de règles, puisqu'on a aussi un passé un peu moins flexible, mais depuis un certain nombre d'années, on a défini tout un tas de règles pour accéder à des assets Mastercard, pour que très rapidement on puisse émettre des moyens de paiement, pour que très rapidement on puisse mettre en place des solutions techniques pour pouvoir payer, des issuer wallets. On parle de solutions qui se déployaient en quelques années, en quelques mois aujourd'hui, qui coûtaient quelques millions, en quelques dizaines de milliers d'euros aujourd'hui. Et donc c'est ce niveau d'industrialisation-là qu'on essaye d'atteindre avec l'écosystème Engage, afin de mettre à la portée de tout un chacun des expériences utilisateurs qui sont digitales. Et donc, on va parler mobile first, mais moi je préfère digital first. Bien sûr. Alors du coup, ça devient intéressant d'avoir le retour de Fabien, donc de Sodexo. Sodexo qu'on connaît, donc Benefits and Rewards, donc c'est toute la partie ticket restaurant, titres, carte cadeau, etc. Qu'on connaît beaucoup pour le monde papier, en fait, qui vient du monde papier d'il y a encore pas très longtemps et qui, assez paradoxalement, je pensais aller beaucoup plus vite que bien d'autres acteurs sur ce domaine, malgré la complexité de la migration. Vous avez quand même fait le passage par la carte plastique, mais ce qui est très intéressant avec le groupe Sodexo, c'est que c'est un groupe qui est extrêmement global, c'est-à-dire d'être présent dans, je crois, plus d'une trentaine de pays, avec donc plus d'une trentaine historiquement de solutions, on va dire, différentes, énormément de problématiques, énormément de cas d'usage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie, sur la vision justement autour du digital et sur les façons de mettre ça en musique? Oui, alors effectivement, pour nous, on vient du monde papier. Dans certains pays, on a même encore du papier. Donc on doit être quand même aujourd'hui, je pense, à plus de 80-90% cartes et paiement mobile. Mais donc le papier n'est pas si lointain. Et en fait, ce qui a changé fondamentalement pour nous, en fait, en passant du papier à la carte et vers le mobile, c'est qu'on était une entreprise en fait B2B. Et on est passé du coup dans un monde plutôt B2B2C qui nous permet maintenant avec la carte dans un premier temps et encore plus maintenant en fait avec le mobile de connaître le consommateur final. Alors qu'en fait avec le papier avant on ne le connaissait pas. Donc en fait dans ce cadre-là notre vision et notre objectif
c'est de créer un lien plus fort avec le consommateur final pour pouvoir lui délivrer des services, donc non seulement les services basiques que vous connaissez tous, comme la carte restaurant, les cartes cadeaux, etc., mais aussi pouvoir leur délivrer des nouveaux services à valeur ajoutée, et donc directement en lien avec le consommateur. Donc dans cette stratégie, en fait, le digital, ça nous permet en fait de créer de la stickiness en fait avec le consommateur final via l'application mobile, et donc le paiement mobile et la carte digitale, puisqu'elle est utilisée quasiment tous les jours en fait, hein, quand on a des produits de type carte restaurant. C'est une carte qui est quasiment plus utilisée que la carte bancaire en fait. Donc c'est quelque chose que le consommateur a vraiment l'habitude d'utiliser régulièrement. Et du coup, en payant avec le mobile, on crée cette stickiness avec l'application mobile, ce qui nous permet à terme de proposer de différents services à valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment une vision forte, disons, qui nous guide dans notre stratégie et dans ce qu'on veut déployer comme type de produits et services. Après, d'un point de vue plus concret, la pandémie a effectivement joué un rôle vraiment accélérateur par rapport à tous les besoins, notamment de la carte digitale. Pourquoi ? Parce que on avait des besoins, on a toujours le besoin en fait de distribuer en fait nos produits au consommateur final. Et en général, le circuit de distribution, ça passe par l'entreprise en fait, hein, par le RH qui va distribuer, ou alors via la poste pour les cartes. Alors l'avantage avec la carte, c'est que ça permettait déjà, une fois que la carte était délivrée, de faire le rechargement. Et donc cette notion de distribution était moins painful qu'avec le papier. Mais avec le digital, c'est encore mieux parce que ça permet de complètement bypasser le process de distribution du produit. Et donc d'émettre instantanément et à distance les produits en fait, au nouveau consommateur. Donc en fait, tout ce qui est digital paiement, il commençait à y avoir des frémissements, certains pays qui en parlaient avant la pandémie, mais depuis 2 ans, en fait, on a clairement des demandes en fait, donc de nos pays et des clients corporate en fait, de nos pays qui, dans les appels d'offres, demandent clairement en fait, de la carte digitale. Et on a vu ça depuis 1 ou 2 ans et ça s'accélère. Alors, principalement en Europe aujourd'hui, mais bon, les habitudes de paiement ne sont pas les mêmes non plus en Europe ou en Amérique latine. Mais on a vraiment constaté ça en Europe, cette accélération. Voilà, et pour finir, en fait, l'avantage aussi de la carte digitale, c'est que ça nous permet de segmenter un peu nos offres et donc de proposer à des clients qui vont vouloir de la carte digitale seulement, seulement de la carte digitale, ou bien un mix en fait entre carte physique et carte digitale, soit en proposant la carte physique d'abord, la carte digitale après, soit le contraire, d'abord donc mobile first, après la carte physique en option, ou même des offres uniquement digitales. Et donc ça pour nous c'est vraiment ça a une forte valeur dans cette optique de segmentation de l'offre. Merci. Donc effectivement tu parles de carte physique et de convergence. Peut-être Jean-Louis. Alors oui, effectivement. On peut même rajouter l'émission en même temps des 2 cartes, hein, digitale et physique. Alors effectivement, le cas d'usage qui vient d'être décrit, on voit clairement une migration du coupon, du papier, du ticket vers le mode carte, alors qu'il soit physique ou digital. Donc c'est pour nous on voit clairement cette convergence. Alors il y a quand même je pense qu'il y a toujours des cas d'usage dans lesquels la carte digitale ne passe pas. Bon, déjà on parlait de la confiance, mais il y a des cas d'usage dans lesquels les cartes ne peuvent pas être utilisées comme elles les devraient être. Et donc dans ce cas-là, le consommateur est bien content d'avoir sa carte physique dans les mains. D'ailleurs, on voit aussi qu'il y a eu des néobanques qui ont démarré avec le canal digital first, donc en proposant la carte digitale, et qui sont revenus aussi avec le retour d'expérience à émettre également de la carte physique. Donc on voit que
Je pense qu'il va y avoir pendant encore un bon bout de temps une convergence et cohabitation des deux systèmes, puisque de toute façon, c'est voué à vivre ensemble. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, aucune banque ne peut imaginer ne pas avoir de carte physique. Alors, je suis assez d'accord sur ce point. Je pense que c'est pas du tout la mort de la carte physique. On en parle depuis des années. Moi, je suis sûr que dans 10 ans, les gens auront encore des cartes dans leur poche, c'est sûr. Est-ce qu'ils en auront une ou plusieurs? Ça, c'est une autre question. Mais je pense fondamentalement que la carte physique, on a vu un regain d'intérêt avec pas mal d'innovations marketing intéressantes, alors que ce n'est pas des innovations technologiques. Je pense à la carte en métal, je pense à la carte avec des petites diodes qui fait de la lumière, et ce qui fait que quand vous êtes en boîte de nuit dans le noir, et ben vous avez une carte qui clignote, c'est super. Non, on rigole, mais mine de rien, ça a des gros succès. Je pense à la carte Razer en Asie, qui a rencontré un succès phénoménal, dont la seule particularité, c'est de briller dans le noir, donc ce qui est quand même pas mal, je trouve, en termes de proposition de valeur. Et blague à part, je pense que fondamentalement, on a vu tous les acteurs, toutes les fintechs, les néobanques, en effet, ont une approche très orientée digitale, mais elles se sont toutes mises à faire de la carte avec une logique de segmentation, une offre de base avec une carte entrée de gamme, une offre un peu plus premium avec une carte en métal, par exemple. Et même Apple émet une carte physique en titane. Donc c'est quand même le meilleur exemple d'un acteur digital, un GAFA, qui se met à faire une carte physique. Donc je pense que fondamentalement, on est vraiment dans la complémentarité. Et alors, il y a peut-être un changement de priorité. C'est-à-dire qu'avant, on avait la carte physique et le mobile, l'application était le compagnon de la carte physique. Maintenant, c'est l'inverse. On rentre par le mobile, on rentre par l'expérience digitale, on rentre par un parcours qui nous permet très très rapidement d'avoir un compte en banque, d'avoir un instrument de paiement qui va être émis, provisionné, logé dans un wallet pour faire du paiement à distance en carte note present ou du paiement sans contact depuis le mobile. Et dans la foulée, 2 jours après, ou peut-être immédiatement après, en instant issuance, je vais avoir une carte physique. Mais moi, je crois vraiment à la complémentarité des deux, et les deux vont coexister pendant de longues années. Alors, juste un petit mot sur les évolutions technologiques récentes. Il y en a une que tu connais bien, qui est le cryptogramme dynamique, donc le fameux code 3 chiffres CCV2 derrière au dos de la carte qui est maintenant en mode dynamique, qui peut être aussi en mode dynamique sur les applications mobiles, bien entendu. Et puis, vous avez peut-être vu tous depuis une semaine une publicité à la télé d'une banque française qui propose une carte avec capteur d'empreinte digitale. Et là, je pense que c'est une innovation qui est très intéressante. Enfin, moi, personnellement, j'ai travaillé sur ces standards-là il y a déjà 4-5 ans. Et je crois à l'appétence des gens pour cette techno, parce qu'effectivement, il y avait encore cette notion de confiance. La transaction ne s'effectue qu'à partir du moment où il y a vraiment présence du doigt sur l'empreinte digitale. Et voilà, c'était dans les exemples d'innovation technologique que je voulais mettre en avant. Alors, je précise ma pensée. Donc, moi, je viens du monde de la carte, donc je peux en parler pendant des heures. Donc, je mettais l'accent sur les innovations qui sont plutôt marketing que technologiques. Mais je suis d'accord, il y a énormément d'innovations technologiques. On a des cartes avec des batteries, des cartes avec des capteurs, des cartes avec des écrans, des cartes avec des boutons. Donc, la carte devient presque une sorte de micro-téléphone portable où on peut faire plein de trucs dessus. Voilà, c'est une carte qui est capable d'exécuter plein de programmes grâce à la puce. Moi, je crois beaucoup, notamment aux facteurs de possession. On a parlé de la directive de service de paiement numéro 2, les fameux 3 facteurs. Avoir quelque chose que je possède, une carte, c'est un facteur de possession. Ça a quand même encore beaucoup de puissance, beaucoup de force. Et notamment le secure element, mine de rien, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même le meilleur élément, le meilleur moyen de sécuriser. Alors, je sais qu'il y a des solutions digitales, des whitebox crypto, des choses très compliquées. Mais mine de rien, le secure element, c'est quand même ce qui va ressortir comme étant le dépositaire de choses extrêmement précieuses, mes données, mon identité souveraine, mes crypto-monnaies, mon euro digital. Je vais peut-être préférer le mettre dans un secure element, dans une carte, que dans un wallet purement software, parce que je ne sais pas bien finalement si c'est bien protégé. Non, et puis peut-être qu'effectivement, avec l'avènement du tout digital dans notre vie en général, peut-être que la carte va redevenir un objet en tant que tel, effectivement, pour ces aspects pratiques, mais aussi pour le fait d'avoir une carte en métal ou d'une carte en matériaux recyclables, ou juste pour l'objet lui-même. C'est pas impossible. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'innovations encore là-dedans. Je ne sais pas si... Oui, ça innove en permanence. Alors la carte n'est encore pas un objet collector, malgré le métal. Non, mais
on voit de l'innovation dans les deux sens, hein, aussi bien sur la carte digitale que sur la carte physique. Également aussi les designs de cartes. Hein. Je sais que Mastercard a beaucoup travaillé sur l'évolution des designs de cartes. Maintenant, on ne voit plus le pan sur la face avant de la carte, mais on voit sur la face arrière. Et on a exactement la même carte sur le mode mobile que sur le mode physique. Donc, oui, on est toujours en innovation permanente. Et sur cette carte justement physique, avant de revenir au digital, est-ce qu'on voit une typologie de banque ou de néobanques qui est plus, ou de géographie qui vont avoir plus tendance à innover dessus, ou c'est vraiment une tendance de fond globale et assez équirépartie? Ouais, je dirais que c'est quand même une tendance de fond globale, mis à part peut-être la Chine, où eux, ils sont tous partis vers des wallets style Alipay et WeChat Pay. Mais alors, aujourd'hui, pour centrer un petit peu le débat, la carte, c'est 4,2 milliards de cartes qui sont émises tous les ans dans le monde. Et aujourd'hui, en circulation, il y a à peu près 17 milliards de cartes bancaires qui sont en circulation dans le monde. Et ça continue à croître, je crois. Ça continue à croître. La croissance, elle est de 2,1 à 2,2% tous les ans. Donc on est loin de la croissance du canal digital, bien entendu. Mais il y a toujours croissance. Et les innovations, c'est aussi poussé par les schèmes nationaux. Donc en France, on connaît bien carte bancaire, mais il y a de nombreux pays qui ont aussi des schèmes nationaux, qui font aussi du co-branding avec nos amis de Mastercard. Mais ces gens-là connaissent très bien l'écosystème local, l'écosystème des marchands, l'écosystème des banques, et proposent aussi à leurs membres de meilleures tarifications. Et cela génère aussi de l'émission de cartes, alors de cartes digitales et de cartes physiques. Donc on est toujours sur une tendance en bonne croissance. Merci. Et donc, depuis le début, on parle de carte digitale. On n'a jamais dit concrètement ce qu'était la carte digitale. On pense tous évidemment à Apple Pay, Google Pay. Quelle est votre vision là-dessus? Quand on parle de carte digitale, à quoi vous allez penser en premier? Alors, pour moi, une carte digitale, par définition, c'est un instrument de paiement qui n'a pas forcément de pendant physique. Donc moi, je le vois comme finalement un numéro de carte, un primary account number, qui va, alors je vais faire un tout petit peu de technique, mais ça va être finalement un numéro de carte bancaire qui va être émis par la banque. Et ce numéro de carte va, sous diverses formes, se retrouver en possession du porteur de carte digitale. Et ce numéro de carte pourra être utilisé de plusieurs façons possibles. Par exemple, c'est un numéro qui va être affiché dans mon téléphone. Donc quand je vais vouloir faire un paiement sur Internet, j'arrive à la page de paiement, on me demande de rentrer mon numéro de carte, et bien en fait je sors mon téléphone, je lis le numéro qui s'affiche de mon téléphone, et voilà typiquement un cas d'usage d'une carte digitale que j'ai lu les 16 chiffres que j'ai retranscrits un par un, sans me tromper. Alors parfois je peux faire du copier-coller si c'est sur le même device, avec un peu d'agilité sur un téléphone, je copie-colle les 16 chiffres, certaines banques le proposent, pas toutes. Donc ça c'est un cas d'usage, et puis l'autre cas d'usage, c'est ce que tu citais, c'est un wallet sans contact. Alors on parle des OEM, Apple, Google, Samsung. Les banques aussi ont la capacité de faire ce genre de choses, où en fait la carte est logée sous la forme d'un instrument sans contact dans un wallet mobile, et donc là j'utilise mon téléphone pour faire du tap and pay. D'accord, peut-être Jean-Robert, toi qui vois vraiment au niveau global, je pense, effectivement. Qu'est-ce que tu vois justement comme usage on sait que les XP, donc Apple Pay, Google Pay sont bien mis en avant. En termes d'usage, effectivement, est-ce qu'ils représentent une très très vaste majorité du paiement sans contact, ou est-ce qu'il reste de la place pour les wallets émetteurs ou pour le QR code? Alors peut-être en dehors de l'Asie, qui est un marché particulier, est-ce qu'il reste de la place pour des solutions alternatives? Alors c'est un fait, effectivement, aujourd'hui les XP ont pris une bonne partie des transactions, mais il faut bien regarder l'ensemble du marché, l'ensemble du gâteau. Aujourd'hui, c'est pas encore un marché saturé, loin de là, et on pousse aujourd'hui et on permet à tous les émetteurs de pouvoir faire leur propre P wallet pour qu'ils puissent garder et contrôler la relation client, d'accord, pour que le paiement soit toujours rattaché
à la marque de leur banque qui leur fournit ces moyens de paiement et pas forcément être disrupté par un tiers GAFA ou autre. Donc tout ça, Mastercard le permet grâce à la tokenisation. Donc on va prendre une carte, on parlait de qu'est-ce qu'est une carte digitale. Aujourd'hui, comment on crée la confiance et la sécurisation des moyens digitaux, c'est via la tokenisation. D'accord ? Ça permet à la fois du côté marchand, à la fois du côté issuer, de sécuriser ce qui est aujourd'hui les usages e-commerce les plus ciblés par la fraude au niveau mondial. Donc cette tokenisation aujourd'hui, on s'aperçoit, et ça peut être une petite anecdote, c'est qu'on a l'impression que c'est notre carte qui est dans notre wallet, ou on a l'impression que c'est notre carte qui est dans notre montre, mais on s'aperçoit que sur des cinématiques où ça peut impliquer différents devices, typiquement je rentre dans un parking et je dois rentrer d'abord ma carte, ou je dois taper ma carte, et quand je ressors, je retape ma carte pour avoir la facturation à l'heure. Il y a des gens qui sont vus facturer le maximum du montant parce qu'ils ont l'impression que c'est la même carte qui est dans sa montre et dans sa carte plastique. Or, ce n'était pas perçu comme ça par le système. D'accord ? Donc, parce que d'un côté c'était un token, de l'autre côté c'était une carte plastique. Donc c'est pas aujourd'hui quelque chose qui est dans les lieux communs de se dire que c'est un token qu'on a dans son device et le token peut avoir son propre life cycle indépendamment de la carte. Mais c'est vraiment des cas d'usage et des erreurs très très rares. Hein. Mais aujourd'hui, il faut bien se comprendre qu'on n'a pas sa carte dans son téléphone, on n'a pas sa carte plastique qui est mise dans sa montre. Hein. C'est un token. Mastercard aujourd'hui a un niveau d'industrialisation de cette technologie qui est vraiment arrivé à maturité. Hein. On compte en milliards, même sur l'Europe, sans donner de chiffres ici, mais voilà. Donc la sécurisation aujourd'hui de ces enjeux-là, elle passe par cette technologie, qui est une technologie standardisée au niveau de MVCO, c'est important de le rappeler. Ce qui est standardisé aujourd'hui nous permet aujourd'hui de tous nous retrouver sur les mêmes standards de sécurité et de créer la confiance auprès des utilisateurs, c'est ça qui compte. Et après permet de donner tout un tas d'options pour de nouveaux usages. On travaille chez Mastercard à la tokenisation, bien sûr, de vos cartes, mais à la tokenisation de comptes, à la tokenisation de titres de transport, à la tokenisation d'énormément de supports qui peuvent être utilisés, afin de sécuriser tous ces usages dans le monde digital. Le monde digital, c'est vrai que tu as commencé à en parler un petit peu de loin, de la voiture notamment. Je sais qu'il y a pas mal de travaux autour de la digitalisation dans un contexte spécifique de voiture pour aller au péage, au parking. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois se déployer dans l'IoT, la tokenisation de cartes ? Alors, dans la voiture, oui, mais c'est quand même très 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 naissant. Il faut rester à une échelle de pilote, d'expérimentation, de quelques modèles par constructeur. Ce qui se déploie beaucoup dans le Secure Element des voitures, c'est comment je crée une clé digitale pour ouvrir ma voiture. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore la voiture qui peut permettre de payer à la pompe tout en digital quand elle arrive chez Total en sans contact, ou qui permet de payer ça, on va peut-être prendre un exemple plus moderne, mais de payer son plein d'électricité. Voilà, on n'y est pas encore, mais c'est des sujets qui sont dans les cartons, bien sûr, qui sont en discussion. Et du coup, c'est vrai que si on revient à ce qu'on connaît, les Apple Pay et Google Pay qui ont imposé des gestes uniques et globaux, puisqu'on paye de la même façon où qu'on soit dans le monde avec un téléphone et Apple Pay. Fabien, toi qui as l'expérience de Sodexo, d'un déploiement très digital dans plus d'une trentaine de pays, est-ce que vous sentez que les besoins, les attentes sont les mêmes pour un geste global, ou est-ce qu'il reste encore aujourd'hui des spécificités par pays, par continent ? Alors, nous on travaille essentiellement au niveau global, essentiellement sur les trois plaques, Asie, Europe et Amérique latine. On a quand même encore des comportements qui sont bien différents évidemment entre l'Europe et l'Asie, mais le LATAM aussi, qui en passant au digital en fait a plus de demandes en fait sur le QR code. En tout cas, c'est ce qu'on observe avec nos pays pour l'instant, notamment pour des questions de coût aussi, pour proposer des solutions plus économiques.
Oui, les besoins sont relativement différents. Par contre, en Europe, c'est vrai que les besoins sont beaucoup plus homogènes et avec des demandes fortes, que ce soit donc Apple Pay, les Giant Pay en général, ou bien les wallet émetteurs. Donc nous, on a développé notre wallet émetteur avec Antelope. Et donc on essaye de le déployer aussi en Europe et aussi en Amérique latine, dans certains pays. Est-ce que tu peux nous parler justement des challenges de ce déploiement global, notamment pour Sodexo? Alors, effectivement, Sodexo, historiquement, on avait des pays qui étaient très hétérogènes en termes de systèmes d'information. Et donc, avec des besoins d'innovation, de go-to-market, effectivement, c'était difficile d'innover et de réussir à déployer des solutions rapidement. Donc, ça fait maintenant 2-3 ans qu'on travaille sur justement le développement d'une plateforme qui est un mix en fait de développement interne et de partenaires sur lesquels on s'appuie. De partenaires en général qui sont capables de nous accompagner justement à l'international. Et du coup, cette plateforme en fait nous permet d'avoir une connexion unique pour chacun des pays et de leur donner accès en fait à l'ensemble des features de paiement qu'on déploie, qu'on développe, et ce qui permet du coup d'avoir une rationalisation, une consolidation de nos solutions. Avec les bénéfices attendus, qui sont du coup un déploiement relativement rapide et donc une capacité à lancer des nouvelles solutions aussi beaucoup plus rapidement. Donc on peut dire qu'on a divisé par deux quasiment le go-to-market pour le lancement de solutions digitales, grâce justement à ces partenaires qui sont déjà sur la plateforme et qui sont déjà intégrés sur notre plateforme. Et donc, diviser par deux le go-to-market, est-ce que c'est une composante qui devient critique aujourd'hui, être capable de lancer, d'être présent sur ce marché? Absolument, puisqu'on est dans un environnement très concurrentiel. Donc, notre capacité à innover, notre capacité à nous différencier est essentielle. Et donc, c'est vrai pour l'ensemble de nos pays. Et du coup, cette capacité à délivrer des solutions plus rapidement est un avantage très important. Alors, juste une remarque, hein, là on parle beaucoup de cartes depuis le début. Alors, on a fait mention des différentes spécificités régionales, les plaques géographiques n'ont pas les mêmes comportements. Je vais juste donner quelques exemples où en fait la carte n'est pas forcément l'instrument de paiement le plus utilisé dans certaines régions. Je vais prendre l'exemple de l'Afrique. Je vous rappelle qu'il y a tout un écosystème qui s'est appuyé sur les bons vieux réseaux télécoms, où en fait c'était les telcos qui jouaient le rôle de banque, avec des écosystèmes colossaux qui sont lancés au départ, le Kenya, Tanzanie, qui ont vraiment réussi à monter un écosystème qui ne s'appuyait pas du tout sur un instrument qui était une carte bancaire. Et finalement, c'était un autre support, qui était la minute de téléphonie mobile. Je vais prendre l'exemple de la Chine qu'on a cité, le QR code, où en fait, ce sont des wallets privatifs qui, au départ, dans leur écosystème, géraient en fait une gestion de comptes privatifs. Et en fait, la carte est arrivée un peu après, mais l'instrument, c'est finalement la capacité à se prévaloir de son compte Alipay ou son compte WeChat Pay via un QR code qui est extrêmement simple à déployer. Je prends l'exemple de l'Inde aussi, qui a mis en place des rails qui ne sont pas des rails cartes, une API de paiement instantané qui s'appelle UPI, Unified Payment Interface, avec là aussi des croissances colossales de paiement instantané de particulier à particulier, mais également pour payer des professionnels, pour également être payé. Donc on voit qu'en fait, on parle beaucoup de cartes, ça reste encore un instrument très utilisé par nos populations, par l'Europe, par les pays occidentaux. Mais on voit aussi finalement ces cas d'usage. Alors je rappelle qu'il y a quand même des cas où on n'utilise pas sa carte. Quand je paye mes impôts, quand je paye ma facture télécom, généralement ça va être un prélèvement, un virement. Et donc il ne faut pas oublier qu'il y a ces rails aussi de transfert d'argent de compte à compte sur lesquels il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'innovations. Alors Jean-Robert parlait de la tokenisation des comptes en banque. On voit arriver aussi d'autres choses, d'autres parcours avec justement du paiement instantané,
avec des parcours type request to pay qui sont en train d'arriver. Donc finalement, la carte s'inscrit dans un paysage plus global, hein, où en fait, à disposition du consommateur, il y a en effet la praticité de la carte, hein. Tout le monde a une carte dans sa poche, maintenant dans son téléphone, mais il y a également des instruments plus classiques, hein. Je fais un virement, je suis prélevé, je vais accepter que finalement mon plombier m'envoie une facture, et il ne va pas m'envoyer, finalement le plombier il n'a pas forcément de système d'acceptance de carte bancaire, bon ça c'est un autre sujet, et il va m'envoyer son RIB, ou alors il va m'envoyer un message dans lequel je vais donner mon accord, donner mon consentement pour payer mon plombier. Même chose, les télécoms, plutôt que de me faire un prélèvement, moi j'avoue un prélèvement je ne suis pas très fan parce que je veux voir à la fin du mois ce qui a été prélevé, je ne suis pas toujours d'accord. Si on pouvait me demander mon avis à chaque fois que je suis prélevé, via une notification, via une présentation du contexte pour lequel en fait on veut me prendre de l'argent, donc des messages de ce type-là, je pense que ça aussi, ça s'inscrit dans un paysage plus global où la carte aussi a son rôle, mais il y a d'autres instruments aussi qui auront leur rôle à jouer. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la carte, c'est un peu mon domaine personnellement de prédilection, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses. Mais est-ce que tu vois quand même une uniformisation des gestes ou des canaux de communication vis-à-vis du client? Effectivement, quand on parle de tuyaux de plombier, effectivement, il y a le tuyau du paiement. Est-ce que c'est de la carte, du virement, du prélèvement, de l'instantané, du request ou du push? Mais effectivement, est-ce que le client ne va pas s'y perdre là-dedans? Alors c'est vrai qu'il y a quand même une profusion de solutions, hein. Alors nous c'est nos univers, hein, tous les gens dans la salle. Je pense qu'en effet le client particulier, grand public, peut être un peu perdu. Alors à la fois il y a une grande inertie dans les usages, mais pour autant, on en a parlé, la pandémie a fait changer les choses de manière significative. Donc je pense qu'en effet il y a une capacité à changer son comportement quand vraiment le besoin s'en fait sentir. Voilà, les gens ne voulaient pas taper leur code sur un terminal de paiement, donc ils sont passés au sans contact, mais massivement, vraiment massivement. Donc là aussi, je laisserai Mastercard commenter, parce qu'ils ont des chiffres sans doute qu'on n'a pas. Mais fondamentalement, ça veut dire qu'il y a quand même la place pour des changements profonds, et qui percolent dans la population, et pas que le segment des digitaux, des millénials, je ne sais pas comment on les appelle, enfin bref, toute une population qui ne vit que par son téléphone. Il ne faut pas oublier le reste de la population, mais je pense que voilà, on a la preuve que des innovations qui apportent une valeur, qui apportent un incentive, dont l'intérêt n'est pas discutable, et ben ces innovations finissent par percoler, de mon point de vue. Jean-Robert, est-ce que tu confirmes? Je ne peux que confirmer. Le positionnement de Mastercard, c'est de donner et de permettre toutes les options possibles. Mastercard est actif dans le push payment. Mastercard est actif dans toutes les nouvelles technologies qui sortent, les cryptos. Mastercard veut permettre l'interopérabilité et l'orchestration de services à valeur ajoutée autour de ces rails de paiement. Je pense que c'est ça qui va permettre aujourd'hui de créer la confiance et l'engagement et l'adoption des consommateurs autour de ces nouveaux usages. Je pense qu'il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, de manière industrielle, on a banalisé la carte digitale, ou en fait le paiement digital. Ce qu'il faut encore améliorer aujourd'hui auprès de tout l'écosystème, c'est comment on engage et comment on améliore l'adoption de ces services-là pour tous les segments de consommateurs. L'adoption, aujourd'hui, c'est vraiment le sujet. Et Mastercard est plutôt sur une vision où il n'y a pas une solution qui rentre pour tout le monde. On va plutôt avoir des rails de paiement et on va être multi-rails. Et tous ces rails de paiement et toutes les options qu'on va fournir autour de ces rails de paiement, qu'elles soient carte, qu'elles soient ACH, qu'elles soient open banking, voilà, on investit dans tous ces domaines-là, qu'elles soient crypto aussi également dernièrement, toutes ces solutions de paiement soient sécurisées et soient fiables, et qu'on crée la confiance avec l'utilisateur final. Voilà, je pense que c'est vraiment ça le sujet. Merci. Et c'est vrai que, pour l'instant, on a beaucoup parlé du paiement. Hein, quand on parle de dématérialisation, c'est remplacer la carte par le téléphone. Donc effectivement, ça remplace un objet par un autre, mais pas forcément beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de fonctions à valeur ajoutée autour, notamment rendues possibles par la tokenisation et la capacité justement pour les utilisateurs de contrôler cette carte et voire de contrôler l'ensemble des versions digitales
de cette carte. Et ça, je pense que c'est aussi une des choses dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui sont vraiment très intéressantes et rendues possibles par la tokenisation. Donc on me dit qu'on arrive à la fin. Peut-être pour conclure très rapidement, est-ce que vous avez votre vision sur les prochaines grandes innovations autour de la carte? Pas technique, pas les rails, mais pour les utilisateurs, est-ce que vous voyez des choses qui arrivent et qui pourraient changer leur façon de payer? Alors moi j'ai une vision, hein, ma vision du paiement dans 5 ans. Je pense que fondamentalement, en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que la transaction va disparaître. Ma grande conviction, c'est que le paiement va devenir invisible. Alors la carte ne va pas disparaître, mais le paiement va devenir invisible. C'est-à-dire que, je prends l'exemple d'Uber, quand vous montez dans Uber, vous n'avez pas l'impression de payer. C'est-à-dire que le paiement est derrière quelque part, sécurisé, tokenisé, etc. Mais fondamentalement, le parcours client va se limiter à donner son accord, donner son acceptation, donner son consentement pour un paiement. Et donc finalement, pour faire ça, je vais m'authentifier, je vais me prévaloir d'un attribut, je vais mettre mon empreinte digitale, je vais taper un code PIN, je vais dire OK, peu importe. Mais finalement, ce qui va prévaloir, ça va être mon identité, mon profil, pour quelque part que le paiement se fasse dans les coulisses, en shadow. Et donc je ne vais plus vraiment avoir l'impression de payer. Tout ça sera fait quelque part derrière par un instrument qui sera véhiculé dans le cloud quelque part. Et en fait, voilà, moi on va me demander si je suis d'accord pour payer. Et c'est ça le plus important. C'est est-ce que je donne mon accord, je donne mon consentement, je suis notifié du contexte du paiement et je suis d'accord pour payer. Mais l'instrument de paiement lui-même ne se verra plus. Oui, je suis d'accord qu'on va vers une sorte de dématérialisation de l'instrument de paiement. Par contre, tout ça, ça va être dans un monde très régulé, parce que n'oublions pas qu'on a le régulateur qui va être là d'empêcher de tourner en rond, qui parfois va bloquer certaines innovations. Mais oui, ça c'est clair, on va vers une dématérialisation à long terme du moyen de paiement. Moi je suis assez d'accord avec le paiement qui devient invisible. Et j'ajouterais que, en fait, on a déjà à disposition en fait des technologies qui vont permettre de répondre à différents cas d'usage. Et au final, je pense que c'est le consommateur qui décidera des meilleurs cas d'usage et des meilleures solutions qu'il pourra utiliser. En fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est le consommateur qui choisira et qui aura confiance et qui arrivera. Peut-être une chose qui pourrait changer, c'est que par le passé, ce sont les marchands qui ont saisi cette opportunité de paiement digital. On voit bien avec Amazon One Click, on voit bien avec Uber, on voit bien avec tous ces marchands qui ont réussi à disrupter le paiement, alors que le paiement est quand même dans les mains des émetteurs aujourd'hui. Peut-être que dans l'avenir, avec le niveau d'industrialisation qu'on a, avec l'émergence de tout ce qui est open banking, et on investit beaucoup dans l'open banking, peut-être qu'on va voir arriver de nouveaux usages, de nouvelles propositions pour le consommateur dont il va se saisir, et on sera là pour permettre et pour faire en sorte que ce soit sécurisé et que le consommateur ait confiance. Et tout ça avec une DSP3. Exactement, tout reste à construire. Eh bien, merci messieurs, merci encore d'être venus.